Eh bien ce soir, le titre de notre édito, de notre émission, c'est Le monde tel qu'il est. Présent dans le studio, Jacques Miard, membre honoraire du Parlement et encore maire de Maisons Laffitte. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Le mois prochain, nous verrons. Jacques Miard, qui a, en plus de regarder les élections municipales, a écrit son dernier ouvrage, Quand la France se déchaînera, point de suspension, le brûlot de cette année, chez JDH Éditions, 15 €. Nous allons parler avec Jacques Miard d'un certain nombre de sujets. Ils sont nombreux parce que l'actualité est pressante. Mais avant, l'édito d'Henri Foucrault que nous attendions. Le monde tel qu'il est. Merci Alain. Bonjour Jacques Miard. Bonsoir Henri. Alors, le monde dans lequel nous vivons, 197 États, dont 4 avec le statut particulier, 61 conflits armés, c'est énorme. 10 hommes, plus de 100 fois milliardaires, dirigent le monde en imposant leurs lois. Plus d'1 milliard d'hommes vivent avec moins de 3 $ par jour. 750 millions avec moins d'1 $, c'est inhumain. Et c'est risqué. Vieux de 4,5 milliards d'années, le monde ne s'est pourtant pas assagi. 3 événements importants se déroulent actuellement, prouvant que la Terre reste tumultueuse. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le conflit américano-israélo-iranien qui tient le haut du pavé, mobilise la presse et fait passer pendant des heures et des heures des spécialistes à la télé, à la radio et dans les journaux. Et enfin, le discours du président de la République française sur la dissuasion nucléaire prononcé lors d'un de ses déplacements. Alors oui, ce discours de Lee Long n'a pas la valeur pour la presse des 2 autres événements, sauf que pour nous, il touche notre souveraineté nationale, c'est-à-dire tout à la fois notre passé qu'il tente d'effacer, notre présent qu'il combat cruellement et notre avenir qu'il menace de disparition. Déjà ont été attaqués notre langue française qui doit pourtant rester celle de la République, notre monnaie, le franc, qui veut dire libre, marque indubitable de notre souveraineté, née à Compiègne le 5/12/1360 pour libérer le roi Jean de Lebon, le rendre franc. Elle a été assassinée en 2002. Nous sommes depuis les laquais des marchés financiers qui fabriquent une monnaie qui n'en est pas une. Le discours du 2 mars, c'est-à-dire hier, traitait de notre dissuasion nucléaire. Or, cette force de dissuasion, dont nous rappelons qu'elle a été ici, à ce micro, expliquée par son initiateur, le général Pierre-Marie Gallois, est le seul outil permettant au peuple français de disposer de lui-même en lui permettant encore de conserver la responsabilité entière de ses affaires. Or, si certains passages pourraient paraître aller dans le bon sens, d'autres, et je cite le général Menu, nous ont fait bondir de notre chaise. Moderniser notre dissuasion nucléaire, très bien, mais l'européaniser, non, même si le président doit, pour agir avec cette politique de la dissuasion, passer par les instances gouvernementales, ministre des Armées, le SEMA, le directeur des opérations stratégiques. Mais attention tout de même, les paroles prononcées mettent en jeu les principes de notre autonomie stratégique et de nos intérêts vitaux. Défendre les uns des autres, les intérêts des autres, pourquoi pas, mais la priorité des priorités doit rester la défense des intérêts nationaux. Connaissant les tendances du président de la République actuelle, nous disons attention, il pourrait s'agir en filigrane de l'avancée d'une Europe de type fédéral. Alors nous disons non et nous sommes confortés dans nos craintes par un pas de pied du général Menu qui nous écrit « Attention, ceci entraînerait la disparition des nations ». Vous trouverez ce papier du général Jean Menu sur le site du Forum pour la France, celui du CNR de Jacques Miard. Alors oui à l'indépendance totale de notre nation quant à ses capacités industrielles, oui à de nouvelles orientations et à leur financement qui demandent la remise en question de la loi de programmation militaire. Mes grands points d'interrogation pour ce qui concerne l'idée de dissuasion avancée qui ne peut être qu'européanisée. Chacun doit en avoir conscience. En dehors des discours qui cherchent à nous rassurer, force est de constater que dès que le doigt est mis dans l'engrenage, tout le reste y passe. La défense européenne n'existe pas. Une défense européenne risquerait d'entraîner un gouvernement européen, c'est-à-dire
la disparition des nations. Chers auditeurs, une nation n'a pas d'amis mais des intérêts. L'intérêt de la France est de rester la France avec sa langue, sa monnaie, son armée. Je vous remercie. Bien, mon cher Henri, on ne peut que souscrire à ces propos. Et comme tu le sais, j'ai commis un papier, j'y reviendrai tout à l'heure. Excellent. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais avec ta permission, je voudrais annoncer à nos électeurs et auditeurs, je dis bien électeurs et auditeurs, auditeurs et électeurs, j'espère qu'ils sont nombreux dans les deux camps, que j'ai décidé, en ce qui me concerne, de ne pas me représenter à ma mairie après 43 ans d'engagement, c'est-à-dire j'étais 6 ans dans l'opposition et 37 ans de mandat de maire. Mais je tiens à vous rassurer, le combat continue et continuera parce que j'ai décidé, et je l'annonce, de me présenter aux élections législatives qui viendront, je ne sais pas trop quand, mais elles viendront, après les présidentielles ou voire même avant, on ne sait pas. Alors, ce que je voudrais dire, parce que j'ai une certaine expérience en ce qui concerne la vie municipale, ce que je voudrais dire, c'est que... Jacques, est-ce que les maires sont en voie de disparition? Parce qu'on a entendu parler... Alors, justement, j'y viens, mon cher Henri. Parce que, effectivement, je voudrais dire que je crains fort que les maires sont une espèce en voie de disparition et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'il fut un temps où, effectivement, le maire a toujours été, et il est encore, le premier guichet de l'administration avec un grand A. C'est-à-dire qu'on s'adresse au maire quand on a quelques emmerdements. Alors, même si le maire n'est pas compétent, on se dit, de toute façon, on s'adresse au maire, il se débrouillera pour trouver le bon interlocuteur, qui, en règle générale, souvent, on interroge le préfet ou peut-être même un ministre. Simplement, est-ce que le maire, aujourd'hui, dans ce qui est, je dirais, l'organisation territoriale, a toujours un mandat clé? Vous connaissez l'article 72, alinéa 3 de la Constitution, qui dispose: dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités, c'est-à-dire la ville, s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Ces dispositions sont ambiguës à dessein, car il a dit qu'il existe son pouvoir réglementaire dans les conditions prévues par la loi. En réalité, la liberté communale est devenue un mythe pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a la dynamique des intercommunalités. Absolument. Avec la volonté que, tôt ou tard, je l'ai entendu dans certains députés et autres personnes dire, bon, les intercommunalités se substitueront aux communes, ce qui est une erreur, parce que la commune, c'est le socle de la démocratie. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des petites communes qui se disent l'intercommunalité, c'est très bien, parce que moi, je suis trop petit pour faire un certain nombre de choses, et l'intercommunalité va pallier mes faiblesses. Et pourquoi? Parce qu'ils reçoivent une population qu'on appelle les rurbains. Vous savez, les rurbains, ce sont des gens qui fuient Hidalgo à Paris pour aller se mettre un peu dans des petites communes dans les Yvelines ou ailleurs, et qui exigent bien évidemment d'avoir les mêmes prestations, les mêmes services que s'ils habitaient à Paris. Ce quoi j'ai envie de leur dire, écoutez les copains, vous êtes bien gentils, mais si vous avez décidé de venir dans un village, c'est pas pour en avoir tous les services et la presse parisienne. Donc, il ne faut pas exagérer. Récemment, d'ailleurs, j'ai fait la connaissance d'une femme qui est dans une très grande chaîne parisienne, chaîne de radio, et qui, bien évidemment, soutient toute la politique abominable, notamment des socialistes. Et elle est venue à Maison Lafitte et elle dit « J'avais besoin de respirer. » N'est-ce pas? Il me fallait des armes, il me fallait... Est-ce qu'elle a conscience qu'en réalité, ce qu'elle trouve dans une ville comme Maison Lafitte et qu'elle ne trouve plus à Paris ou ailleurs, c'est tout simplement parce que on a lutté justement sur l'hyperdensification, hein, et comme le dit, donc elle vit en oxymore, en contradiction permanente.
c'est ainsi que, vous savez, la formule de Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se lamentent Oui, des conséquences dont ils chérissent les causes. Eh bien, c'est le fait de toutes ces personnes qui disent je ne peux plus vivre à Paris parce que je ne respire pas, qui viennent dans les villes, alors même que nos villes sont aussi, je dirais, massacrées par des lois scélérates, que je dirais des lois soviétiques. Voilà. Et alors, on a actuellement aussi dans les communes je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des ressources budgétaires qui sont sous contrôle. Et puis, je ne saurais oublier les normes ou le diktat de la technocratie. Et alors là, je dois dire, j'ai été législateur, du moins un parti, j'ai été député, et effectivement, sous la pression, je dirais, des modes, on a démultiplié les lois normatives. Et donc, en définitive, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a confié le pouvoir que nous avions, on l'a confié à l'État profond, c'est-à-dire à la technocratie sous le contrôle du juge. Et donc, aujourd'hui, les maires sont les instruments, je dirais, de la technocratie par le biais d'un législateur qui a voté tout un tas de lois normatives excessives. Alors, il y a les logements sociaux, il y a bien sûr aider aussi nos entreprises à s'installer. Et je dirais qu'en réalité, pour toutes ces raisons, je pense qu'on aboutit aujourd'hui, pour ce qui est des maires et des collectivités, c'est ce que vous disiez à l'instant, cher Henri, à un point de non-retour dans lequel les maires, c'est-à-dire les collectivités, les communes, eh bien, c'est une espèce en voie de disparition. Je m'explique. C'est que, on vient de le dire, si ça continue, le maire n'aura qu'une possibilité, c'est aller déposer des fleurs au monument aux morts des morts pour la France, ouais. Et aussi à la démocratie défunte. Parce que, en réalité, même quand le conseil municipal aura voté telle et telle chose, il n'est pas certain que cela passe, je dirais, le contrôle de l'égalité, parce qu'on aura outrepassé les pouvoirs qui sont donnés dans le cadre de la loi. Est-ce qu'on arrive vers la fin du politique alors, Jacques Miat? Alors, eh bien, c'est tout le problème. J'ai retrouvé, parce qu'en ce moment, vous savez, je trie un peu des dossiers, et j'ai trouvé quelques articles que j'avais publiés notamment dans la revue politique et parlementaire en 1921, où j'avais intitulé ça « Mortelle démocratie ». Un peu auparavant, j'avais écrit un article qui s'appelle « Vers la fin du politique, vers la fin de la démocratie ». Eh bien, franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Vous savez que je suis toujours l'admirateur de Platon, et que Platon, il y a au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la République, avait prédit que tous les régimes politiques sont mortels. Et d'ailleurs, la démocratie, pour lui, n'était pas la meilleure des gouvernements. Mais ça, c'est encore une autre chose. Il était pour, je dirais, le régime des élites et de la vertu. Et donc, la question se pose aujourd'hui, à savoir, est-ce que par la démultiplication des lois, par le fait qu'on a, je dirais, mis en place de multiples normes, tant au niveau national qu'au niveau européen, eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, les élus n'ont plus le pouvoir. Et là, et je pense qu'il va falloir qu'on rétablisse un peu la pyramide sur ses bases et pas sur sa tête, et que ce sera quelque chose sur lequel il faudra à la fois simplifier, et il faudra aussi redonner du pouvoir aux politiques, c'est-à-dire, je pense d'ailleurs qu'il y a des signes. J'ai écrit dans un communiqué que Trump, c'est pas aussi le fou le saltimbanque de Washington, mais quelque part, il annonce le retour du politique. C'est-à-dire, il veut donner des ordres à la technocratie, il n'y arrive pas toujours, d'ailleurs, il se fait renvoyer dans ses cordes sur un certain nombre de choses, mais quand il dit, par exemple, qu'il demande au président de la Federal Reserve Bank, c'est-à-dire, normalement, chez nous, il dit, il faut que vous baissiez les taux pour relancer l'économie, et qu'il fait pression. C'est un retour du politique, et je crois qu'on n'échappera pas à ça aussi en France et en Europe, dans les États, tout en restant en démocratie, j'en suis
absolument Oui, parce convaincu. qu'il y a un danger, Jacques Miard, c'est quand même une république que des juges qui donneraient au Conseil constitutionnel par hasard, par exemple, un sacré pouvoir. Alors, tout ça est lié, parce que lorsque vous établissez des normes, et que vous devez effectivement respecter ces normes parce que le législateur les a édictées et il en a confié l'application à la technocratie sous le contrôle de juges. Mmh. Et que si d'aventure, pour une raison X ou Y, il y a un élu, des élus qui décident contrairement, bien évidemment, à ce que doit être je dirais, ce qui était acté par les normes, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il y aura un recours par une bonne association et votre décision sera annulée et qu'on a, par le même biais, donné le pouvoir également à ce couple qui est formé aujourd'hui entre les technocrates et les juges qui appliqueront et qui interprètent la loi. Il y a eu d'excellents articles aujourd'hui dans ce qui a été, je dirais, ce débat-là, où l'on voit que la loi n'est plus ce qui a été voté par le Parlement, mais la loi est ce que le juge en dit et interprète. Et notamment mon ami Schottel, qui est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, a très clairement dit qu'il y aura, je dirais, un problème, car on a beaucoup trop, je dirais, de l'attitude de la part des juges qui prennent, je dirais, quelques libertés avec le texte de la loi. Voilà, c'est joliment voilà. Et donc ça, il ne faut pas en douter. C'est absolument... voilà. Alors, notamment, j'ai lu un article très intéressant justement de Jean-Éric Schottel à propos de ce qui est de la parité. Vous savez, aujourd'hui, c'est Shabada. Oui. Hein, quand vous présentez une liste, c'est un homme, une femme, jusqu'à épuisement. Oui. C'est le plan de table qu'on m'a appris au Quai d'Orsay, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Mais dans les petites communes, où il était très difficile, ils ont supprimé le panachage. Et dans certaines petites communes, c'est très difficile de trouver, je dirais, l'application de Shabada. Mais là encore, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie, et voilà. Alors, puisqu'on parle des juges qui font qu'appliquer ce qu'ils ont décidé d'appliquer, il est clair qu'il faut aussi examiner ce qui est en train de se passer dans notre justice. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un rapport relatif aux activités du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez que le Conseil supérieur de la magistrature est maintenant l'autorité, est toujours été l'autorité qui juge les juges et qui rappelle un certain nombre de règles et qui peut prendre des sanctions. Pendant des années, il faut le dire, on avait le sentiment que le Conseil supérieur de la magistrature dormait son bon sommeil. s'en lavait un peu les mains et qu'il n'avait pas pour habitude véritablement de prendre un certain nombre de décisions fermes et définitives, voire de la révocation. Or, on constate ces dernières années, et ce rapport dit que ça a commencé avec Dupond-Moretti, qui, comme vous le savez, avait une certaine opinion des juges, avait un peu en conflit avec eux, et d'ailleurs, il a eu des ennuis après, puisque notamment, il y a eu une saisine de la Cour de justice pour juger le ministre, et il en est réchappé, mais ça, il a eu chaud. Et donc, il y a eu véritablement quelques règlements de compte. Mais il faut remarquer que depuis qu'il est passé à la chancellerie, et son successeur aussi, on a davantage d'affaires qui sont renvoyées au Conseil supérieur de la magistrature et qui prend des sanctions. Et notamment, bon, récemment, on a eu une parquetière, c'est-à-dire une magistrate du parquet, qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle avait laissé glisser à une télévision un rapport sur ce qui s'était passé dans une prison et comment un individu avait essayé
de s'enfuir et qu'il y avait eu un dysfonctionnement, je dirais, du service pénitentiaire, eh bien, elle s'est fait taper sur les doigts et ça a été, je dirais, une décision assez forte parce que elle a eu une sanction et c'est un peu nouveau. Les révocations, il y en a eu quelques-unes, mais il n'y en a pas. Et alors, bien sûr, certains vont dire qu'il y a quand même double poids et double mesure. Les magistrats, souvent, sont peu sanctionnés, mais alors les greffiers, vous savez, qui sont les instruments qui ont tout un travail à faire dans les décisions de justice et de donner des comptes rendus, etc., eux sont un peu plus, je dirais, sanctionnés que les juges. Et ils s'en plaignent un peu, mais d'une manière générale, ce qu'il faut souligner, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature est, cela étant, un peu plus, je dirais, sévère et plus attentif, alors que pendant des années, il avait, je dirais, pris aucune décision de révocation ou aucune décision de sanction. Vous vous souvenez même que la personne qui avait poussé au mur des cons, le fameux mur des cons, ça s'est terminé par une amende à 500 €. Hein. Voilà, alors même que c'était quand même une atteinte à la dignité d'un certain nombre de victimes. Et de ce côté-là, ça avait défrayé la chronique, à juste titre. Voilà ce que je peux dire. Jacques Milliard, les auditeurs qui réagissent. Oui. Oui, une réaction tout d'abord là, aux nouvelles. Effectivement, quelqu'un qui insiste sur votre propos, des technocrates qui sont de minables perroquets, arrogants, doublés et pire encore, traîtres à la France. Une autre question posée par un auditeur, un autre auditeur, n'y a-t-il pas déconnexion totale des lois avec la réalité quand un chef d'État, supposé démocratique, peut engager seul le pays dans des actes de guerre pendant des mois, alors que les conflits actuels atteignent d'emblée une phase maximale et pratiquement décisive en quelques heures, voire quelques jours. Nous ne sommes plus en 1914 où il fallait mobiliser la chair à canon dans des wagons à bestiaux en saignant les campagnes au nom de la République, de la plutocratie bourgeoise des villes. Le soutien à l'Ukraine est en réalité une agression contre la Russie. Mais là, elle n'a pas encore eu lieu. Oui, alors il y a deux questions. Premièrement, sur l'arrogance de la technocratie. Le problème, je ne dirais pas arrogance, je dirais que simplement, on leur a confié le pouvoir parce qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle l'État profond. Et qu'à partir du moment où ils sont en charge, par exemple, de la protection du coït des coccinelles, n'est-ce pas, pour reprendre, ou les crapauds, immédiatement, ils vont appeler l'attention de l'élu en disant « Faites attention, là, vous avez une espèce protégée, là aussi, vous avez des crapauds protégés. » Et ils savent que s'ils n'alertent pas l'élu et qu'ils ne lui disent pas « Stop », vous avez une association toujours bien pensante qui va faire un recours et qui va attaquer la décision. C'est le problème. C'est qu'en réalité, c'est ce que disait Edgar Morin, le pouvoir est partout sauf là où il devrait être. C'est-à-dire que vous avez une combinaison entre ce qu'est le pouvoir réglementaire de l'élu qui prend des décisions même après un vote d'un conseil régional, d'un conseil départemental ou d'un conseil municipal, et vous avez à ce moment-là une association qui va, je dirais, veiller à ce que la décision prise ne soit pas contraire à une norme qui a été édictée dans le passé. Et c'est cette combinaison qui est mortelle, c'est le cas de le dire, et qui va empêcher, bon, on connaît par exemple en dessus de Grenoble, pour aller à Sisteron, si mes souvenirs sont exacts, il y a la possibilité, il y avait un projet d'une voie, d'une autoroute, etc., et qui est bloqué pendant des années en raison d'une espèce à protéger, paraît-il, qui est là. Vous voyez. Donc ça devient rocambolesque. Moi-même, dans ma ville, avec la ville voisine de Ménil-le-Roi, Maison Lafitte et Ménil-le-Roi, nous avons mis en place ce qu'on appelle un ABC, c'est-à-dire un atlas de biodiversité. Et j'ai insisté auprès, il y a des choses à protéger. Il y a des choses, effectivement,
c'est un atlas qui fait le relevé de tout ce qui est dans la commune, que ce soit les chauves-souris, que ce soit les abeilles, que ce soit les coléoptères. Mais je dis attention, il ne faut pas que ça devienne rigide. Il ne faut pas que ça devienne une norme qui va empêcher nos successeurs qui arriveront même dans 10 ans à ne pas pouvoir prendre des décisions. Vous voyez. Bon. Et donc, c'est ça, cette combinaison. C'est qu'on est dans une société qui est devenue hyper compliquée, qui aujourd'hui se surveille elle-même dans tous les domaines et agissent effectivement avec les possibilités de porter l'affaire devant la justice, et laquelle justice, elle applique la loi. Et alors parfois elle l'interprète, c'est bien ce que je reproche à certains, et ce que Chautel reproche également à certaines décisions qui vont au-delà de la simple loi, et qui, la loi devient ce que le juge en dit. Et ça, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux comprendre qu'il puisse y avoir parfois d'interprétation, mais ce que je ne peux pas admettre, c'est que les décisions prises par la justice soient à l'antithèse de ce qui a été voté par le législateur. D'où la nécessité, dans mon esprit, de réformer la Constitution et de dire, y compris au Conseil constitutionnel, y compris à une cour, quelle qu'elle soit, en disant, vous avez dit ça, mais nous, on n'est pas d'accord. Et une majorité soit de rétablir le texte de la loi tel que le veut et de sanctionner, je dis bien, sanctionner la décision de justice. Parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Le suffrage universel, c'est le seul juge. Tout à fait. C'est le seul juge. Oui, mais vous avez parfaitement raison, parce qu'en même temps, dans votre démonstration, vous montrez le schéma des élus qui sont à l'origine des réglementations ou des lois. Mais beaucoup de règlements... Le législateur a été pervers et laxiste. Voilà. Je le dis comme je le pense. Mais aujourd'hui, beaucoup de règlements ne passent plus par les élus, ni par l'Assemblée, ni personne. Non. Voilà. Attendez, dans le pouvoir du règlement, le maire a un pouvoir réglementaire, mais si ce pouvoir réglementaire heurte un principe de base d'une norme qui a été préétablie, il va aller au tapis. Donc, en réalité, il faut à la fois, je dirais, il ne s'agit pas d'être libertarien, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes, notamment aux États-Unis, qui ne veulent pas que l'État légifère dans tel et tel domaine. Mais on va en dire un mot d'ailleurs dans quelques instants avec l'euthanasie, parce que ça, c'est grave. Et donc, ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on restreigne, je dirais, sans doute le schéma de l'État qui veut tout gérer et tout réglementer et éviter de mettre en place des normes, mais il faut aussi qu'on puisse à un moment ou un autre, s'il y a des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État qui heurtent directement ce qu'a dit le législateur, que le législateur s'en saisisse et rétablisse ce qu'il veut. Alors ça peut être avec une majorité, etc., mais je crois que c'est très important. Tôt ou tard, on arrivera à ça. C'est parce que sinon, on aura le gouvernement des juges et des normes. Tout à fait. Et la démocratie est morte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et voilà ce que je veux dire. Donc, il y a une autre question qui a été posée dans cette histoire, c'est qu'un président de la République pouvait prendre une décision d'engager la guerre tout seul. D'abord, il partage ça à 3. Il ne fait plus la guerre. Mais alors, ça posait un problème, parce qu'il y a eu une grande discussion dans le temps là-dessus. Ça pose un problème, c'est que si on demande au président de la République de s'adresser au président des assemblées, au chef du gouvernement, machin, la guerre est terminée. Donc, c'était une priorité donnée à la vitesse à l'époque. Donc, peut-être à revoir, peut-être à discuter, mais à réfléchir. Alors, dans la dernière réforme, notamment que Sarkozy a présentée, que je n'ai pas votée, il y avait 13 points. Il y en a 3 avec lesquels j'étais d'accord et 10 où je n'étais pas d'accord. Bien. Et je lui ai dit. Mais ce qui est certain, c'est que tout ça, les pouvoirs, par exemple, la mise en œuvre de la force de frappe du temps de De Gaulle et maintenant encore, c'est que ça peut aller très vite. Et bien évidemment, s'il y a des attaques contraires à nos intérêts vitaux, il peut y avoir une information rapide des présidents, etc., des assemblées, mais il faut aussi agir vite. Tout à fait. C'est ça le problème. Ça, c'est le problème, mais c'est un problème permanent. Alors, dans la dernière réforme constitutionnelle,
Si le président engage des troupes, ensuite, il faut qu'il informe le Parlement. Et au bout de quelques mois, il est obligé de demander repasser, au Parlement l'autorisation de poursuivre. Mais alors certains vont dire, c'est long, et c'est vrai. Mais on est dans un monde dans lequel l'immédiateté prime. Voilà. Et puis surtout, et donc, d'ailleurs, c'est le problème qu'on aura, c'est qu'il faut avoir des préalertes pour savoir exactement, parce que c'est exact qu'on a parfois des missiles qui vont pas plus vite que la lumière, mais qui vont vite. Presque. Voilà. Et donc, le problème, il est là. Et donc, on doit avoir des forces qui sont prêtes et qui sont 24 heures sur 24, 365 jours de l'année, qui sont en alerte. Mais il faut aussi que la décision politique puisse être rapide. Absolument. Et donc, j'ai entendu la question de cet auditeur. C'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est quelque chose dans lequel on n'a pas une réponse simple, si ce n'est qu'on doit se dire, il faut, moi, président de la République, moi, chef des armées, je puis avoir la possibilité d'agir vite s'il y a une menace qui arrive rapidement. Et je n'ai pas le temps d'aller demander aux parlementaires ce qu'il en est. Et donc, tout le problème, il est là. Ouais. Alors, je voudrais, mon cher Henri, parce que je vous ai donné un certain nombre de thèmes, je voudrais quand même... parler de ce qui va se passer, c'est-à-dire avec un enjeu qui est quand même primordial, et c'est celui de la relance de notre natalité. On est bien d'accord, oui, on est bien d'accord. Tout est basé là-dessus. Alors, je vais citer, parce que, je le connais un peu, et il m'a d'ailleurs repris sur cette histoire de pouvoir monétaire de la Banque centrale. Je vais citer le dernier article de Jean-Pierre Robin dans le Figaro, et qui dit très clairement que en 2026, c'est-à-dire cette année, 85% des bébés naîtront en Asie et en Afrique. Alors que, vous le savez, nous-mêmes, nous avons un déficit actuellement de 125 000 enfants. Et qu'on entend quelques crétins dire c'est comme ça, voilà. Et c'est là d'ailleurs où l'Allemagne, avec la môme Merkel, a fait entrer 800 000 Turcs. Hein. Elle s'en mord les doigts, oui. Et c'est pas terminé. Et donc, certains disent, mais c'est normal, parce que le monde est devenu une jungle, le village planétaire est en guerre, vous l'avez dit dans votre éditorial, le nombre de guerres qui existent, etc. Ah bon? Et vous pensez que c'est ça qui empêche de faire des enfants? Est-ce qu'on s'est quand même rappelé que la natalité française a recommencé en 1942? Tout à fait. Dieu sait qu'en 1942, c'était la paix universelle. C'était triste. Hein? Dieu sait que l'avenir était radieux et pourtant... on a fait des gosses. On a fait des enfants et ça a fonctionné. En réalité, ce qui s'est passé, même s'il y a une baisse de natalité dans un certain nombre de pays d'Europe, il faut, prendre des mesures, bien évidemment, des mesures financières sur les quotients familiaux, sur ce qui est, je dirais, la volonté de renouveler les générations pour rétablir à terme, qu'on le veuille ou non, le système des retraites, que ce soit par capitalisation ou que ce soit par répartition. S'il n'y a pas d'enfants, je suis désolé, il n'y aura pas de retraite. Et ce n'est pas, je dirais, l'importation d'Afrique où il y a encore pratiquement 4% d'augmentation par an pour un certain nombre de femmes, au Tchad ou ailleurs, ou au Niger, qu'on aura, je dirais, des substituts au manque d'enfants français. Et donc, cela passe bien évidemment très certainement par des modalités financières pour les femmes qui travaillent, avec les garanties qu'elles vont, grâce à ces enfants, avoir des points de retraite, donc un salaire qui serait payé par l'État, ou un traitement qui serait payé par l'État, et qu'on doit aussi permettre aux familles d'avoir la possibilité des gardes d'enfants. Donc c'est tout un système. C'est une politique familiale qui doit être complète et qui est nécessaire parce que sinon, pas d'enfants, pas d'avenir. C'est aussi simple que ça.
Et quand vous lisez effectivement, je dirais, les taux de croissance, notamment africaines, bien vous pouvez vous dire que là, c'est une bombe démographique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette antenne. L'Afrique telle qu'elle est, c'est devenu une bombe démographique. Tout à fait. Et que, bien évidemment, eh bien, il faut relire Jean Raspail, Le Camp des Saints, qui est, c'est un roman, mais c'est un roman ô combien vrai. Et qu'on ne vienne pas nous dire ensuite que c'est du racisme, que si ça. Une société, qu'on le veuille ou non, c'est une société qui doit pouvoir se renouveler elle-même avec son identité, avec ses coutumes, et que si à partir d'un moment, elle est, entre guillemets, un afflux massif, eh bien, ça se passera mal. Vous aurez des tensions. Et alors, attention, hein, c'est même pas un problème de religion. Lorsque nos amis polonais sont venus en France après la Première Guerre mondiale, catholiques, travailleurs, et pourtant, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce qu'ils ont vécu un peu entre eux-mêmes et il y a eu des échanges forts qui se sont passés, notamment dans le Nord, là où ils étaient venus pour travailler dans les mines. Donc, et c'est partout la même chose. Je pourrais même vous raconter qu'au IIIe et IVe siècle, lorsque les Saxons ont chassé de l'Angleterre des Celtes qui étaient là, et que ces Celtes-là sont allés en Bretagne, ça s'est mal passé. Parce qu'en Bretagne, les gens ont dit qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder, etc. C'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que les hommes, quels qu'ils soient, ils ont une identité, et ce n'est pas une marchandise qu'on déplace. Voilà, ce sont des identités. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un problème de couleur de peau. Non, non. C'est un problème d'identité en soi. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des peaux, je dirais qu'ils ne sont pas des peaux blanches, peu importe, et qui sont parfaitement français. Absolument. Et vous pouvez avoir des gens qui ont une autre identité que la vôtre. Donc, de ce côté-là, je redis avec force que la relance de la natalité française avec une politique cohérente, volontaire et déterminée est l'avenir de la France. Et que sinon, on va au cimetière. Tout à fait. Hein, c'est aussi simple que ça. Et puis, il y a des problèmes de société quand même. Par exemple, l'histoire de l'euthanasie qu'on est en train d'essayer de mettre en route, etc., malgré l'hostilité des médecins, il faut quand même qu'on abandonne ce genre de choses. On a autre chose à faire, je pense, dans notre monde. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai été... alors là, avant de parler de l'euthanasie sur laquelle on reviendra, mais ça revient aussi très important, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est des apprentis sorciers, notamment avec la GPA. Oui. Alors ça, dont en Ukraine, vous savez, a été un État, on ne le dit pas souvent parce qu'il y a une espèce pas de frustration, mais de focus sur l'Ukraine, qui serait la joyeuse Ukraine, la terre de liberté, attaquée par ces vilains soviétiques, etc. Mais quand vous songez que, notamment en Ukraine, elle avait fait pratiquement une industrie de la GPA, eh bien, je dis non. Et une étude très sérieuse est sortie pour voir quelles étaient, je dirais, les clauses des contrats dans ces contrats de GPA. Et on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, la mère porteuse est une esclave. Ouais. C'est ça la réalité. Hein, c'est ça la réalité. Et ensuite, on a même vu des couples, notamment d'Américains, qui ont refusé de prendre un enfant qui, malheureusement, est venu au monde en étant estropié et handicapé. Bon. Et donc là, on joue les apprentis sorciers. Ouais. Et ça, je crois qu'il faut dire très clairement, la GPA, non. La GPA, non. Et ça, voilà. Et alors, vous avez raison, Henri, on passe directement également, c'est la vie du côté des enfants, d'un côté, avec cette abomination qui est la GPA, et il faut parler, bien évidemment, de l'euthanasie. Et là, je suis désolé, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale qui a été ric-et-rac, hein, ce n'est pas un vol franc et massif, mais ce qui est clair, c'est que l'euthanasie, moi je vais vous dire franchement, c'est un domaine dans lequel l'État ne doit pas légiférer.
parce que, bien sûr, on connaît tous, on a entendu dire ça. Chez les Inuits, la grand-mère, ils la mettent sur la banquise et l'ours blanc qui arrive Mm. va la manger. Bon. Et on connaît chez nous la fameuse histoire du bouillon d'11 heures. Hein. Bon. Mais ça se passait. Il y a toujours eu des aides à pousser quelqu'un qui était au bout de la vie de l'autre côté. Mais de là à ce que ça soit une loi qui va poser comme principe que, bien évidemment, on peut donner la mort et que c'est un processus légal, eh bien, moi, je crois que c'est une faute. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal d'articles, notamment de médecins, qui ont dit pas question. Le Ça va pour serment donner la vie. d'Hippocrate, c'est la protection de la vie. Mais oui. Mais ça va au-delà. C'est qu'on s'est rendu compte également, notamment dans certains pays comme la Belgique, que chaque fois qu'on pose des normes dans la loi, tôt ou tard, c'est dépassé. Tôt ou tard, c'est dépassé. Bon, et que certaines, ensuite, on ne sait même pas combien il y en a eu. Donc, il y a tout un processus légal qui se met en place et qui est directement contraire à ce qui est, je dirais, les principes mêmes et les valeurs de notre civilisation depuis des lustres. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut, de ce côté-là, je dirais, se monter prudent et reprendre la phrase de Montesquieu, ne toucher aux lois qu'avec une prudence extrême pour éviter que faire je dirais, de créer des monstres. Et cette loi, il est clair qu'elle pose beaucoup de problèmes. Elle va partir maintenant au Sénat, qui va très certainement la refuser. Et je dirais même que si, pour une raison XY institutionnelle, l'Assemblée tranche en dernier ressort, je crois que ce serait une faute. Ouais. On n'est pas dans une loi où on va dire on tranche pour un problème, je ne sais pas, moi, d'allocation à des enfants mineurs ou des choses comme ça. On est là dans un domaine où il faut que le Parlement en tant que tel complètement prenne une position. Et moi, je souhaite que cette position soit le rejet de cette loi comme étant inappropriée. Inappropriée. Et c'est aussi simple que ça. Je crois qu'on n'empêchera jamais un certain nombre de choses qui se passent dans le secret des familles, on le sait bien. Bien sûr. Mais il vaut mieux avoir quelque chose qui est de guingois, comme dirait ma grand-mère, c'est-à-dire qui n'est pas, je dirais, inscrit dans l'airain des lois, mais à ne pas croire que si c'était inscrit dans l'airain des lois, ça soit quelque chose qui protège les plus faibles, indépendamment du fait que ça peut aussi protéger, comme vous le savez, en se disant il faut que la grand-mère passe de l'autre côté pour qu'on chope le magot. Voilà. Bon, c'est excessif peut-être ce que je dis, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait des cas de cette espèce. L'État doit se réfréner. Il n'a pas à tout gérer. Aux États-Unis, j'avais rencontré ce qu'on appelle les libertariens, etc. Et ils disaient toujours qu'ils avaient une formule, pas d'État dans la chambre à coucher, pas d'État dans le conseil d'administration. Ils disaient en anglais, etc. Eh bien, là, c'est la même chose. L'État n'a pas à juger. Il y a des choses qui se passent au sein des familles, il y a des choses qui seront, parce que de toute façon, nous savons, puis alors il faut des soins palliatifs, ça on le sait bien. Hein. D'ailleurs, Leonetti, là, qui est un type que je suis, franchement, c'est un médecin, un chirurgien, vous le savez, qui a sorti la loi de Leonetti. Et le problème en France, c'est qu'il y a effectivement un manque de soins palliatifs. Hein. Voilà. Moi, je connais une personne qui vient de décéder et ça a été effectivement, il est rentré dans les soins palliatifs et puis petit à petit, cette personne est partie. Et pourtant, ça a été bien sûr un refus de légiférer et d'avoir un acte d'euthanasie. Et puis, ne l'oublions pas, hein, parce qu'il y a quand même dans cette société, en Allemagne, etc., des vieux, je dirais, événements.
enfin des événements qu'on a connus du temps des nazis qui font froid dans le dos. Bien sûr. Hein, qui font froid dans le dos. Donc, certains sont allés jusqu'à dire, mais si on débarrasse justement des gens impotents, etc., on fait des économies. Tout à fait. Eh bien non, on ne fait pas des économies avec la vie. Non, non. Et la liberté, c'est la liberté de la vie, c'est pas la liberté de la mort. Oui, mais justement, vous touchez à un point. L'État n'est pas effectivement dans les familles, mais il est à l'hôpital. L'État, Et il y a des mais à situations de l'hôpital- fait à attendez, l'hôpital. Alain, de toute façon, à l'hôpital, je dirais, vous avez quand même des remparts très forts, et on l'a vu dans la prise de position des soignants, en disant non, l'État, nous avons le serment d'Hippocrate. Tout à Et fait. il y a des lois supérieures qui ne sont pas édictées par l'État, mais qui sont édictées par la civilisation. Mais il n'a pas été appliqué pendant le Covid, le serment d'Hippocrate. Oh, n'exagérez pas non plus. Alors là, Alain, vous êtes en train de, Oui. vous dérogez à ce qui Complètement. est, je dirais, il est possible que, non, il y a quand même eu On des n'a pas efforts mis des en- gens qu'on a soignés, mais vous ne pouvez pas Ah dire oui, que oui, le bien serment sûr, d'Hippocrate- soigné, bien entendu. Bien Oui. entendu, soigné, bien sûr. Mais vous ne Oui, oui, pouvez pas dire bien sûr. que à l'hôpital, Bien je suis sûr. désolé, les hôpitaux, il y a un article Mhm. récent qui montrait quels sont les hôpitaux qui sont les plus conviviaux, etc. Mhm. Vous ne pouvez pas dire que dans les hôpitaux, c'est l'État qui règne en Mhm. maître. Ce Non. n'est pas vrai. Non, non, Il y a- mais, non, non, mais j'ai simplement enregistré qu'il y a des gens qui se sont plaints, tout simplement. Qui peuvent se Et plaindre des de ça. médecins qui ont dit j'ai des ordres, c'est pas le Non, serment. non, non, Pas le serment. non, non. Alors ça, c'est pas vrai. Mm. Ça, c'est faux parce Mm. que vous ne Mm. donnez pas. Moi, Mm. j'ai été président d'une fondation et que je dirais, vous ne donnez pas des ordres à un médecin. Tout à fait. Alors là, je Ouais. peux vous dire. Il y a des que- condamnés. Il y a Non, des oui, condamnés. attendez hein. un Mm. instant. Mm. Là, mon cher Alain, Mm. vous avez tout faux. Mm. Et je peux vous dire que moi, je sais très bien, vous ne donnez Mm. pas des ordres. Il y a Eh deux, oui, il y a deux eh oui. directions. Il y a Mm. effectivement dans un hôpital, vous avez le corps médical et vous Mm. avez la direction administrative qui gère, etc. Mais je peux vous dire que la direction administrative, si elle s'amuse à donner des ordres à un médecin, vous allez dans le mur. Et ce que vous dites est inexact. Oui. Et je tiens à le dire avec Bon. force. Que vous ayez un cas ou deux, le type a dit on Mm. a laissé filer, etc., je veux bien le croire. Mais à partir du moment où vous allez l'instituer dans une loi, Mm. là, je peux vous dire que vous ouvrez Et la bien boîte sûr. de Pandore. Et bien entendu, bien Voilà. entendu. Bon. Voilà, Alors, donc ça, je voulais le dire, par mais, mais- vous voyez bien, chers auditeurs, qu'il peut y avoir aussi des nuances et des Oui, débats. oui, oui, bien sûr. Mais, C'était en plus, je crois, l'objet de l'émission précédente, avec Bien. d'autres Mhm. gens. Alors, par contre, on dit tout ce qu'il y a de mal, mais il faudrait aussi qu'on dise ce qui devrait aller bien, tout ce qui nous divise, il faut l'effacer, et tout ce qui peut nous rapprocher, il faut l'encenser. Il y a la défense de la langue française. Jacques Miard, Oui. faites le travail d'Albert Salon. Alors, non, c'est pas simplement le travail Oui, d'un oui. salon, parce On que pourra lui faire dans plaisir. ce studio même, vous vous Mhm. souvenez, au moment où la France s'est pris quelques claques sur sa politique africaine, avec l'imbécilité d'une Mhm. conduite Mhm. de qui nous savons, Oui, nos amis africains nous disaient de toute façon, c'est grâce je dirais, à la langue française que vous Mhm. reprendrez prix. On peut reprendre, je dirais, pied en Afrique. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que maintenant, ça devient un peu à la mode. Vous savez, il y a un certain nombre de langues régionales qui ont toujours existé, mais qui bénéficient souvent d'un peu plus de moyens. Alors, la dernière en date, c'est l'alsacien. L'alsacien qui est un mélange dialectal et qui, en réalité, si vous voulez l'écrire, c'est de l'allemand, point barre, Oui. etc., dû à la présence d'un peu trop longtemps, entre 70 et 1918, de ces Allemands qu'on n'avait pas invités à venir, mais qu'il a fallu chasser. Et donc, je suis assez frappé, je dirais, de cette mode. Là, c'est de l'alsacien, parfois c'est les Bretons. Bon, alors en Bretagne, je peux vous dire, il y a plusieurs parlers. Et il faut le savoir. Et donc, c'est très bien de connaître un peu de connaître, je dirais, des langues celtiques, etc. Il y a aussi le basque, comme chacun sait. Mais prenons garde, parce que la langue française, comme disait Albert Camus, la langue française, c'est ma patrie. Et faisons attention à ne pas avoir, parce que c'est quand même un véhicule de civilisation, un véhicule d'influence,
à massacrer, je dirais, notre langue par la volonté de mettre beaucoup de moyens financiers dans des langues régionales qui doivent exister, qui peuvent être enseignées, mais elles ne doivent être qu'à mon avis, je dirais, pour le plaisir de quelques-uns, et jusqu'à nouvel ordre, l'unité nationale, c'est la langue française. Et c'est la raison. Et alors, ça va plus loin, parce qu'il faut savoir également qu'on a un président de la République qui mériterait la haute cour, Tout à fait. parce qu'il ne parle que globish, que ce soit à Berlin, où il a eu le culot pendant la campagne électorale de parler globish à la Humboldt-Universität, alors qu'à Berlin, la langue française a été enseignée pendant des siècles et demeure, je dirais, une langue de civilisation. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis, attention, n'allons pas contre notre intérêt. Notre intérêt, et puis alors qui plus est, comme nous avons des jeunes qui arrivent de l'étranger, des gens qui ne sont pas intégrés, assimilés, et qui peuvent dire, ben moi je veux garder le Wolof, je veux garder ma langue d'origine, et moi je leur dis, apprenez le français, défendez le français, devenez français, et devenez français dans la citoyenneté française, qui est, comme vous pouvez l'imaginer, la langue, etc. Alors, Je vous on nous remercie. dit qu'on va s'arrêter une minute pour Jacques parler Mia. français. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, culture, histoire, littérature, religion, politique. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube. Radio Courtoisie est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Aidez-nous à faire entendre votre voix sur soutenir.rc.fr. Vous avez fait un très bel article sur la dissuasion nucléaire de la France suite au discours de notre ami Emmanuel. En effet, d'ailleurs, vous en avez dit un mot dans votre éditorial, reprenant des paroles de Jean Menu, auquel j'ai envoyé mon article. Très bien. Mais ce qui est certain, c'est que là, il faut quand même ouvrir les yeux. Et j'ai diffusé cet article, et certains m'ont dit, ça, il va falloir en parler pendant la campagne présidentielle, parce que c'est au cœur de la souveraineté. Absolument. De quoi s'agit-il ? Le général de Gaulle a toujours voulu avoir une force de frappe. Vous savez qu'à l'époque, on se moquait en disant la bombinette. Hein, mais ça signifiait quoi ? Ça signifiait qu'il a toujours pensé, de Gaulle, que jamais les Américains n'utiliseraient la couverture atomique pour défendre Paris, Berlin, Londres, dès lors qu'ils risquaient d'être frappés eux-mêmes et d'offrir en retour New York, Chicago ou autre. Et que donc, même si le général Gallois, dans ce studio, je me souviens, avait dit que l'atome rendait sage, il n'en demeure pas moins qu'il y a un manque de crédibilité dans la couverture atomique des États-Unis sur l'Europe et dans l'OTAN. Alors vous savez que Sarkozy a fait entrer la France dans l'OTAN, ce que je n'ai pas voté, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'est pas entré dans le comité nucléaire. Et que de ce côté-là, dans le commandement intégré, il a gardé l'autonomie de la France. Mais cela étant, on voit notre actuel locataire de l'Élysée vouloir aller plus loin. Alors il a fait un discours, effectivement, le 2 avril, qui par certains côtés, la première partie, c'est un discours de 40 minutes et de 7 pages dactylographiées. Et il faut quand même le lire ça, je dirais, avec attention. Alors, bien sûr, il commence par souligner que nous vivons dans un village planétaire géostratégique, une période de rupture, et que donc nous devons nous tenir un peu sur nos gardes. Jusqu'à là, je ne vais pas dire le contraire, et il est vrai que pendant des décennies, nous avons engrangé d'une manière naïve et imbécile les soi-disant dividendes de la paix. Hein, et donc, de ce côté-là, il nous dit qu'il faut remonter en puissance, dont acte.
Et je suis d'accord avec lui à ce sujet. Et puis alors ensuite, il commence à dire, vous vous rendez pas compte, la Russie a attaqué l'Ukraine, et donc ça pose un problème majeur, car la Russie est un risque majeur pour notre Europe. Ouais, il y a bien que lui qui le pense, parce que je n'ai pas l'impression que l'armée russe dite soviétique ou l'armée soviétique dite russe était véritablement à la hauteur, et que moi je l'ai vu d'un peu près, c'est qu'elle n'est pas aussi puissante que ça, et elle n'est pas outillée pour passer les défenses des armées reconstituées, certes, mais qui existent tant en Allemagne qu'en France. Je parle des armées conventionnelles. Et donc, le président il en tire une première conclusion, même si il prétend que la Russie est une menace pour toute l'Europe, ce que je ne crois pas, peut-être parfois un peu pour les pays baltes qui ont une politique difficile vis-à-vis de la Russie. Il dit qu'il faut un rehaussement de notre arsenal qui est indispensable, et il décide qu'il faut moderniser nos forces stratégiques nucléaires. Et là, il dit très bien que ces forces, c'est un intangible, l'expression est de lui, intangible français. La dissuasion, dit-il, est et restera et doit demeurer un intangible français dont la décision ultime de mise en œuvre appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. Je ne peux que dire que oui. Mais, il y a toujours un mais, c'est que il dit, vous ne vous rendez pas compte, il pense quand même qu'il faut avancer vers un nouveau concept qui s'appelle la dissuasion avancée de la dissuasion nucléaire française. Et là, il commence à expliquer qu'il faut que la France propose à ses partenaires une réflexion qui prenne en compte les intérêts de nos alliés. La dissuasion avancée offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion. C'est-à-dire que vous imaginez que nous allons aller chercher nos petits amis allemands dans lesquels on a une très grande confiance, comme chacun sait. Nous allons aller chercher les Polonais, etc. Et puis on va les associer aux exercices de dissuasion. Il est dit, et là il le dit, que cette dissuasion avancée pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de force stratégique chez nos alliés. Et donc ça voudrait donc dire que des rafales avec la bombe atomique pourraient être stationnés en Pologne ou ailleurs. Tout à fait. Et donc, il dit, notre défense gagnera alors du champ qui lui offrira une profondeur stratégique nouvelle. Il est exact, et ça, du temps de De Gaulle, ça a été le cas, que la définition des intérêts, je dirais, primordiaux de la nation ne sont jamais définis. On ne les a jamais définis, mais on pouvait imaginer qu'effectivement, du temps du pacte de Varsovie, que si le pacte de Varsovie, avec la RDA en tête, qui était la seule armée prussienne qui fonctionnait au sein du pacte de Varsovie, franchissait les bornes et attaque la République fédérale, nos forces, qui étaient notamment à Baden-Baden, puissent se mettre en route contre les attaques soviétiques, et qu'à ce moment-là, nos intérêts vitaux pouvaient être menacés, et qu'on pouvait à ce moment-là dire, attention, si tu continues, petit camarade, Tavarich, tu vas te prendre quelques bombes sur la gueule. Bien. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en route, notamment dans les exercices faits avec nos alliés, Macron salue le travail avec nos alliés. Les premières étapes, et il dit très clairement, les premières étapes de la coopération commencent dès cette année et pourront inclure des visites de sites stratégiques et des exercices conjoints. Suivez mon regard. Je l'ai moi-même noté. Personne ne peut nier qu'une menace, voire une attaque conventionnelle sur nos alliés en Europe,
ne puisse pas être une menace pour nous. Mais cela étant, on voit très bien que ça, à partir du moment où on va associer nos petits partenaires à ce qui pourrait être, je dirais, nos décisions relatives à la défense de nos intérêts vitaux, je peux vous dire, et je peux compter notamment sur les Allemands, qu'ils vont y regarder à deux fois en disant, petit camarade français, T'obéis. tu vas quand même pas nous taper sur la gueule avec tes bombes. Et donc, ça remet totalement en cause ce qu'il avait dit dans la première partie de son discours sur l'intangible français. C'est faux. Et en réalité, c'est un jeu très dangereux qu'il a mis en place. Et surtout, il y a même encore un article aujourd'hui de Bavrez, c'est que nos chers amis allemands, notamment sur le nucléaire, ont toujours eu quand même des hauts le cœur. Et ce qui est certain, vous savez très bien, c'est ce que j'ai écrit, c'est que l'Allemagne n'a jamais été en reste pour user de sa puissance pour imposer ses vues à la France. On l'a expérimenté sur la question du nucléaire civil et l'élaboration du fameux règlement taxonomie. En dépit de ce que la Ursula von Leyen vient de dire en disant que c'était une erreur d'abandonner le nucléaire. Quelle belle girouette. Oui. Et donc, on a eu des problèmes très difficiles avec l'Allemagne à ce propos. Et donc, vous avez qu'à prendre également ce qui se passe dans les programmes communs. Dassault Aviation a de très grandes difficultés avec les Allemands pour l'avion du futur. Et donc, tout cela fait qu'on ne peut pas, à mon sens, véritablement, je dirais, faire confiance à l'Allemagne. Et d'ailleurs, Bavrez vient de sortir un article qui s'intitule « La France, l'Europe face au Germany First ». Bon, il a mis, et on voit très bien, cet article est intéressant parce qu'il dit très clairement que l'Allemagne pèse de tout son poids sur l'Union européenne et que si on lui donne la possibilité de participer à des exercices communs en matière de dissuasion nucléaire, elle voudra imposer ses vues par la puissance qu'elle représente. Donc Macron déconne, je le dis comme je le pense. J'emploie un sujet et un verbe qui peut choquer, mais c'est extrêmement dangereux et surtout ça risque de nous mettre dans une impasse. Alors c'est vrai que la France est faible aujourd'hui en raison de sa dette, est faible en raison du fait qu'on a un président de la République qui est finissant, qui n'est plus pris au sérieux sur la scène internationale, mais il ouvre des possibilités qui risquent de se retourner contre nous et, je dirais, l'indépendance souveraine et totale de son successeur, de ses successeurs. Voilà pourquoi je pense qu'il y a là une dérive et qu'il va falloir qu'on en débatte lors de l'élection présidentielle, parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de croire que l'Allemagne est redevenue celle de Adolphe. Il ne s'agit pas non plus de croire qu'elle est celle de Bismarck, etc. Mais on sait très bien qu'elle n'est pas facile et qu'elle est parfois fabrée d'hubris, que sa puissance dépasse très souvent ce qu'est la raison. Et moi, je me souviendrai toute ma vie d'un ancien soldat de la Wehrmacht qui avait fait la guerre, que j'avais rencontré quand j'étais plus jeune, et qui m'avait dit « Jacques, tu dois te souvenir que l'Allemagne est comme le temps d'avril, changeante, comme le temps d'avril. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des choses bien comme ils sont capables de faire exactement le contraire. » Voilà. Et donc, c'est quelque chose de très important sur lequel il va falloir qu'on soit d'une très grande vigilance. Jacques Miard, on va changer de sujet. On va partir sur la politique internationale, mais je vais vous poser les questions, si vous le permettez. Je vous en prie. Pour qu'on puisse aller un peu vite. Donc, on a, je le disais tout à l'heure dans mon édito, politique internationale, on a les guerres, Iran, États-Unis, Israël. Vous écrivez quelque part qu'Israël mène la danse et vous avez raison.
bombardements, assassinats des chefs, etc., etc. Ça va se déboucher sur quoi, cette histoire? Alors, le problème, il est là. Vous posez la bonne question, savoir sur quoi ça va déboucher. Euh, vous avez vu qu'aux derniers épisodes actuels, le président Trump continue de frapper, tout en disant que, bien évidemment, ils ont fait le boulot. Oui, voilà. Voilà. Cela étant, je me souviens d'une réflexion, parce que c'est une guerre, comme vous le savez, qui est une guerre israélo-américaine. Tout à fait. Je dis bien israélo-américaine, et non pas américaine, américano-israélienne. Ça me rappelle ce qu'un jour, Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, nous avait dit en commission des Affaires étrangères, sur une affaire que j'ai oubliée, mais il avait lâché cette phrase: une nouvelle fois, nous constatons que Israël a plus d'influence sur les États-Unis Que les États-Unis. que les États-Unis sur Israël. Eh oui, il a raison. Ici, on est dans ce cas. Et on voit très bien, puisque Netanyahou s'en est même vanté à plusieurs reprises, en disant: ne vous tracassez pas avec les Américains, on sait comment on doit leur parler. Oui, mais ça, c'est dangereux. Alors, est-ce que c'est la fin du régime d'Ebola? Eh bien, ça, j'en doute. Moi aussi. J'en doute. Alors, il est vrai que les frappes israéliennes ont fait mouche. Hein, et le dernier en date, c'est Ali Jarif aujourd'hui, qui a été tué. C'est l'ancien chef d'une partie. C'est un type qui a ordonné d'ailleurs de la répression. C'est un ancien chef des mollahs, des passes-d'Aran. Et donc, il est clair, et c'est là où je crois qu'il ne faut pas se tromper. Parce qu'on dit souvent, l'Iran, c'est un pouvoir pyramidal. C'est-à-dire, ils ont tué Khomeini, et maintenant, le fils qui a été choisi, il n'est pas sorti, il serait blessé, défiguré, disent les Américains. Il n'en demeure pas moins que même avec les pertes et les assassinats qui sont ciblés par les Israéliens, la résilience iranienne est toujours là. Tout à fait. C'est-à-dire que, et je peux même vous dire que certains experts bien au fait disent qu'il y a 25% de la population qui sont, je dirais, pro-ayatollah. Et que, bien évidemment, alors aujourd'hui dans la presse européenne, et on en dira un mot, vous avez des gens qui valorisent tous ces gens, notamment Pahlavi, hein, qui seraient, comme vous le savez, scandés aujourd'hui dans tout le Reza Pahlavi, que j'ai rencontré une fois à Paris d'ailleurs. Et donc, il serait adoubé par le peuple iranien. Permettez-moi d'en douter oui. fortement. J'en doute pour la bonne et simple raison que il y a eu des manipulations, on sait très bien qu'il y a certains agents, sans doute israéliens, qui ont fait un travail de renseignement et de désinformation extrêmement fort en Iran, avaient poussé un certain nombre de gens en disant Pahlavi, voilà, etc. Personnellement, je ne crois pas véritablement dans, je dirais, le retour du fils du Shah. Pourquoi? Parce que... le père a été chassé, déjà. Le père a été chassé. Pour maltraitance vis-à-vis du peuple. Il y a beaucoup de sang. Voilà. Ensuite, il faut bien voir que s'il arrive pour participer, je dirais, à une république constitutionnelle, encore faudrait-il y arriver, parce qu'il y aurait 25% de la population qui serait très théocratique pour les ayatollahs. Et puis il y a Allah. Hein. Pardon? Il y a Allah, on ne discute pas avec Allah. Oui, mais ça, certes. Mais il faut regarder un peu comment ça peut évoluer. Mon ami Pierre Lelouch a fait un article très intéressant dans lequel il dit que il y a deux choses. Parce que tout le monde a en tête que pour changer le régime,
il faut véritablement... Alors, certains disent qu'il faut que le peuple prenne son destin en main. Oui, mais quand il se fait mitrailler directement, il y a des limites à cette prise en main et il y a une répression qui est féroce. Et je peux vous dire que je connais un certain nombre d'experts qui, parce que les manifestations ont débuté pour des raisons fiscales et parce que les gens n'arrivaient pas à manger. Et que certains disaient, c'est bien qu'il y ait une révolte parce qu'il faut que le gouvernement accepte qu'il y ait un changement d'attitude et moins de mépris pour le peuple. Mais d'autres disaient, attention, si d'aventure il y a des menaces contre les commissariats et les autres, nous savons qu'il y a des forces de répression qui sont mises en œuvre. Alors, combien y a-t-il de morts? Selon les Occidentaux, 30 000, mais selon d'autres sources, il y en aurait quelques milliers. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y en a eu pas mal. Bon. Et donc, tout le monde a en tête de dire, voilà, on a réussi à chasser Hitler, tout simplement, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont, parce qu'on a pris Berlin, on a tout massacré, et on a pris les nazis et on les a jugés. Mais on oublie de dire une chose, c'est que, bien évidemment, les Allemands ont été bombardés, et pour autant, le gouvernement allemand des nazis a poursuivi. Et il a fallu 170 000 soldats soviétiques qui ont pris l'assaut Berlin pour que, effectivement, le Führer se tire une balle dans la tête et sa fiancée, qui s'était mariée, donc Madame Hitler, prenne une ampoule de cyanure. Donc, c'est ça le problème. C'est que si on veut le changement de régime, ce que souhaiteraient certainement les Israéliens, ce que souhaite certainement pas tout à fait Trump. Ce qu'il veut, lui, c'est avoir des gens avec lesquels il peut discuter et faire des affaires, et notamment le pétrole, parce qu'il a un goût prononcé, il doit avoir un odorat particulier pour les cendres de pétrole. Bon. Et donc, il est clair aujourd'hui que vouloir changer le régime, ben, ce n'est pas évident, et ce n'est certainement pas en bombardant à longueur de temps. Et donc, il y a un hiatus. Et mon ami Lelouch, d'ailleurs, disait que il est clair qu'on risque d'avoir le chaos avant d'avoir le chaos, c'est-à-dire que le régime tombe. Et surtout, je ne crois pas véritablement à tous ces gens qui sont à Washington ou ailleurs et qui disent qu'il faut que le régime change et tombe. Il n'en demeure pas moins, c'est que pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Tout à fait. On n'en prend pas le chemin, même si il est atteint. Mais il est toujours là. Et contrairement à ce qu'on pensait, c'est que c'est pyramidal, mais c'est aussi très décentralisé un peu partout. C'est grand, l'Iran. Oui, mais que surtout s'il y avait des soldats qui entraient sur le sol iranien, je crois que ce ne sera pas une partie de plaisir. Hein, voilà. Et donc, maintenant se pose le fameux détroit. Le détroit d'Ormuz, ça, c'est le problème. Voilà. Alors, c'est un problème parce que c'est une voie internationale qui alimente pour 20% le pétrole des Occidentaux et surtout des Japonais et des Chinois. Du monde, et des Indiens. Et des Indiens. Et d'ailleurs, il y a des Indiens qui sont passés parce qu'ils ont dû négocier à la manière indienne. Tout à fait. Et donc, je viens d'entendre, d'ailleurs ça s'est passé cet après-midi, le président de la République très clairement dire, et j'ai entendu des généraux aussi le dire sur des chaînes, et je dois dire que je suis d'accord, parce que ils ont dit à Trump, vous avez voulu faire cette guerre vous-même, ben démerdez-vous. Vous ne nous avez pas demandé le droit d'y aller, on a été tenus à l'écart, et donc, eh ben, écoutez, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Et on a vu le président de la République prendre et Trump dire que les Français à 80% étaient pour aider les Américains. Et le président de la République, Emmanuel Macron, vient de dire que ce n'était pas notre guerre, que nous ne rentrerons pas en guerre, mais que nous envisagerions le moment où la paix serait revenue de nettoyer un peu le détroit d'Ormuz. Voilà. Ce qui, quand même, aujourd'hui,
est quand même assez extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Jacques Mir, je voudrais intervenir sur cette affaire iranienne parce que on nous a en fait les grands perdants de l'histoire. Ce sont les Français parce que nous avions là-bas nombre d'entreprises. Nous réalisions un beau chiffre d'affaires, faisions des bénéfices. On n'a plus rien du tout. Et si on laisse, on traîne les pieds, si on ne prend pas une position quelconque, on perd. Ce sont les Américains qui, comme d'habitude, reconstruiront. Et nous, on sera dehors. Alors, écoutez-moi. Vous avez raison et tort à la fois. Avant les événements, lorsque notamment Peugeot avait une usine qui fabriquait des voitures en Iran, comme par hasard, un jour, il y a un actionnaire américain, un fonds de pension, qui a pris des participations dans Peugeot. Et, sous la pression américaine, a poussé à la fermeture de Peugeot en Iran. C'est vrai. Et donc, il y a eu une manipulation grossière, on s'est fait avoir comme des bleus. Tout à fait. Bon. Et donc, le problème, c'est que si d'aventure, il faut être assez subtil, et il faut surtout que la France se réserve la possibilité de reprendre, mais il faut que le régime mette de l'eau dans son vin. Tout à fait. Alors pour le régime des ayatollahs, ce n'est pas toujours le cas. Ils en mettront. Hein. On boit Mais pas de que vin. le régime, je dirais, tempère, que le régime se modernise, se moralise, se démocratise, etc. Pour l'instant, on est dans une impasse. On est dans une impasse. Tout à fait. Et donc, je vois mal quand... Mais il faudra très clairement que l'on retrouve une possibilité de revenir en Iran, parce que c'est un peuple, comme vous le savez, multiséculaire, Tout à fait. qui a au moins 6 000 ans d'histoire, avec des gens très éduqués. Très éduqués. Je vous rappelle que 60% des universités sont fréquentées par les femmes. Hein. J'ai même vu, je voudrais le dire, à Ispahan, des femmes allaiter leur enfant dans la rue. On ne voyait pas le sein, mais elles le faisaient dans la rue, chose qu'on ne trouverait pas dans les pays sunnites. Hein. Et au restaurant, identique. Donc, c'est un peuple qui est capable d'évoluer. Les sanctions lui font mal, notamment sur le pouvoir d'achat des Iraniens. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, Trump a une très grande responsabilité dans les événements qui sont venus. Je vous rappelle que c'est lui qui n'a pas voulu faire appliquer le fameux accord qui avait été passé à un moment pour contrôler le nucléaire et qu'il avait cassé l'accord et qu'ensuite, donc, les Pasdaran ont pris le pouvoir et, à ce titre, ont bien évidemment relancé les centrifugeuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 4000 kilos d'uranium enrichi qui ne seraient pas véritablement sous contrôle de l'AIEA. Cela étant, je ne crois pas que c'est par des bombardements qui continueront comme ça qu'on arrivera à véritablement retrouver et faire arriver à une évolution du régime. Étant entendu que c'est le peuple iranien qui en subit les conséquences aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il est prudent d'attendre. Mais ce que vous dites, à savoir, il faudrait que ce soit ensuite les Américains qui soient pas, je dirais, les bénéficiaires totaux d'un arrêt des hostilités, c'est à nous de jouer. Tout à fait. C'est à nous de jouer et c'est à nous, bien évidemment, de continuer d'essayer d'avoir des contacts avec ce régime. Tout à fait. Vous savez, la diplomatie, on ne discute pas uniquement avec ses amis. On est obligé souvent de discuter avec des gens qu'on n'aime pas et des gens qui nous sont hostiles. Sinon, c'est ça l'art de la diplomatie. Et donc, j'espère qu'on arrivera à cette reprise, mais
pour l'instant, il est urgent que la France, justement, se distingue des États-Unis Tout à fait. parce que elle peut avoir une position d'équilibre et une position. Et ensuite, bien évidemment, il faut qu'on mette de l'ordre dans nos affaires pour pouvoir offrir. Mais là, il y a des entreprises qui connaissent l'Iran. Il y a des entreprises qui ont travaillé avec l'Iran et qui Tout à sont prêtes fait. à recommencer. Oui, C'est la même chose dans l'autre partie actuellement, au Liban. Parce qu'au Liban, il y a, comme vous le savez, des forces centrifuges tout azimuts qui sont en train de ruiner ce pays. absolument. Et il y a le Hezbollah, bien sûr, qui a tapé sur les Israéliens. Et les Israéliens disent qu'à cela ne tienne, on va vous donner une correction. Mais le drame, c'est qu'on n'a jamais pu constituer une armée libanaise qui soit une armée Ils sont libanaise pas faits pour ça. ni pro-Hezbollah, ni Ils sont pas faits pro-chrétienne. pour ça. Et moi-même, je peux vous dire que j'avais été envoyé dans un passé assez ancien pour essayer, j'y étais allé avec notamment la DGA et la DAI, la Direction des Affaires internationales, essayer de offrir une coopération à l'armée libanaise pour la reconstituer. Jacques Merle, je m'excuse de vous couper, mais il nous reste 5 minutes et j'aurais voulu que vous nous parliez du voyage du pape en Algérie. Ça me paraît extrêmement important. Alors oui, en effet, ce qui est bien avec, vous savez, la diplomatie vaticane, c'est qu'elle a, on peut le dire, un peu le temporel. Cela étant, on l'a vu avec le pape François, elle a parfois, je dirais, des idéologies, surtout quand c'est un père jésuite qui est pape, un peu loin des réalités. Le problème est de savoir si effectivement cette visite qui est annoncée en avril, et où l'évêque d'Alger en est fort, je dirais, attend ça avec une grande impatience, on peut véritablement reprendre des liens avec ce régime. J'ai vu un article d'ailleurs qui dit « Le peuple musulman accueille un frère chrétien ». Oui, oui. Je suis passé plusieurs fois à la diplomatie vaticane. J'ai parlé, bien évidemment, avec un évêque qui était de Père Blanc, Père Saint-Clair, qui était Monseigneur et qui était ensuite nonce en Égypte. Et il avait été en poste au Soudan et je lui ai posé la question, avez-vous fait des conversions? Il a pris un temps certain pour me répondre et m'a dit oui, au bout de plusieurs secondes, mais il m'a dit, ces convertis ne l'ont jamais dit officiellement et publiquement, sinon ils étaient condamnés à mort. Ah, ben oui, c'est Et dans le donc, corps. dans l'état actuel, bien évidemment, du monde de l'Oumma, traversé par des minorités radicales, je suis sans illusion sur comment dirais-je, une compréhension mutuelle entre l'Église catholique apostolique et romaine et le monde musulman. J'irai même plus loin. Quand vous parlez avec un musulman, vous parlez avec le musulman qui est en face de vous, c'est-à-dire un homme qui peut être cultivé, un homme qui a lu les antiques, mais vous ne parlez pas à l'Oumma, vous parlez avec ce musulman et qui n'a aucune influence sur la communauté des croyants, l'Oumma, qui, comme vous le savez, eh bien, est aujourd'hui aux mains des radicaux. Tout à fait. Et c'est ça la réalité. Et il n'y a rien d'autre. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, on peut avoir des contacts de civilisation, on peut avoir des connaissances très importantes, mais je ne pense pas qu'on est à la veille d'un argionamento entre l'Église catholique, apostolique et romaine et le monde musulman dans son ensemble. Jacques Merle, je vous remercie de cette prestation qui, une fois encore, est de très haute qualité. Alain, alors nous disons au revoir à nos auditeurs
Je vais demander tout à l'heure à notre charmante technicienne l'émission qui a été enregistrée cet après-midi, quand est-ce qu'elle est rediffusée, parce que j'en sais rien. Et Alain, Prochaine émission, rendez-vous le 14 mars. au revoir à tous et merci. 14 mars. Non, 14 avril. 14 avril. Eh, et faut bien pas entendu, déjeuner à l'agneau, là. bien entendu. Voilà, oh. Voilà. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. histoire, Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai. Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.